Allons-y maintenant avec la section 1.7. On parle ici de règles de calcul en probabilité. On va avoir quatre règles qui vont découler de certains exemples qu'on va faire. On va voir que il y a des choses qui se passent assez bien quand on parle de probabilité. Il y a des calculs qui sont plus faciles à effectuer. Et on va remarquer qu'il y a des calculs de probabilité qui s'effectuent avec des plus petites parties de nos événements. Donc, pour faire ça, on va commencer avec un gros exemple avec des dés. On suppose qu'on lance 2 dés et qu'on additionne les résultats des dés. On peut rapidement aller compléter toutes les possibilités, toutes les combinaisons possibles de 2 dés avec un petit tableau, puis on va pouvoir voir qu'est-ce que ça nous donne dans notre exemple. Donc, dans le tableau que j'ai comptabilisé ici, on a les 6 possibilités de dés en haut, les 6 possibilités de dés sur les lignes aussi, et on additionne tout simplement le nombre de points qu'on rencontre lorsqu'on va à un croisement. Donc, lorsqu'on est ici, on a un 1 et un 1, donc 2 points. Lorsqu'on est ici, on a un 1 et un 2, donc 3 points, etc. comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on peut calculer qu'on peut trouver ces possibilités-là. On les a toutes ici, toutes les possibilités de somme qu'on obtient. Et avec ces possibilités-là, on va se remplir un petit tableau qui va nous permettre d'aller faire nos probabilités assez facilement. Donc, dans ce tableau-là, tout ce qu'on fait, c'est additionner le nombre de fois qu'on trouve le chiffre, le résultat de notre somme dans notre tableau ici, puis on va pouvoir utiliser ces fréquences-là pour nos prochaines probabilités. Donc, on y va ici, par exemple, pour la somme de 2, il y a une seule possibilité qui nous donne 2, donc ça donne 1. Pour le 3, on en a 2, et etc. comme ça pour le reste du tableau. Et voilà, on a rempli notre tableau. Donc, on a la totalité des informations qui nous intéressent dans nos combinaisons. Et là, avec ce nouveau tableau-là, on peut s'intéresser à aller chercher 3 événements particuliers. On pourrait s'intéresser à l'événement A, la somme est paire, B, la somme est un multiple de 3, ou C, la somme est un nombre premier qui est supérieur à 5. Avec le tableau qu'on a construit ici, avec les fréquences, on est capable d'aller chercher des choses super facilement. En particulier, avec notre tableau des fréquences, on peut calculer combien il y a de possibilités d'obtenir A. Donc, combien il y a de résultats qui sont favorables à A ici. Bien, on va aller voir dans notre tableau. Somme impaire, ça veut dire qu'on a 2, 4, 6, 8, 10 ou 12. Donc, on va aller calculer les fréquences qui sont associées. Parce que si 2, c'est 1, 4, c'est 3, 6, c'est 5, 8, c'est 5, 10, c'est 3, et 12, c'est... Ça nous donne 18 possibilités dans ce cas-ci. On peut faire la même chose pour B. B ici, la somme est un multiple de 3, ben on a 3, 6, 9 ou 12, pardon, je pointais mes fréquences, mais c'est les sommes qu'on doit vérifier. Donc ici, 3, on a 2 possibilités, 6, on en a 5, 9, on en a 4, et 12, on en a une. Donc ça ici, ça nous donne 12 possibilités, et finalement, on peut aller chercher l'événement C. L'événement C, la somme est un nombre premier plus grand que 5. Les nombres premiers plus grands que 5, ben on a 7 ou 11. Il n'y en a pas d'autres. Donc, on va aller chercher 7 qui est égal à 6 et 11 qui est égal à 2. Donc, il y a 8 possibilités pour notre événement C dans ce cas-ci. On peut aller chercher des informations supplémentaires aussi. On a le total de toutes les possibilités. On sait donc que l'espace échantillonnal S contient 36 résultats différents. C'est le total de nos fréquences ici. On pourrait s'intéresser aussi à aller combiner nos événements. On pourrait aller chercher A et B. Donc A et B, c'est une somme qui est paire et qui est un multiple de 3. Donc ici, on parle d'un multiple de 6. Dans ce cas-ci, les multiples de 6 sont 6 et 12. 5 plus 1 égale à 6. Donc on a 6 événements dans ce cas-ci. On pourrait aussi aller chercher n de A et C. A et C, ce serait une somme qui est paire et qui est un nombre premier plus grand que 5, mais les nombres premiers plus grands que 5 sont tous impairs. Donc ça ici, il n'y a aucun événement il n'y a aucune de nos sommes qui va concorder avec A et C. Donc on a ici des événements qui sont disjoints. A et C. Disjoints. Et finalement, on pourrait aussi aller chercher n de B et C. Donc dans ce cas-ci, somme est un multiple de 3 et la somme est un nombre premier plus grand que 5. Dans ce cas-ci, si on est un multiple de 3, c'est certain qu'on n'est pas premier, sauf si on est 3, puis 3 c'est plus petit que 5. Donc ça ici, il n'y a aussi aucune somme qui nous donne ces événements-là. Donc B et C
sont disjoints également. Maintenant qu'on a trouvé ces nombres-là, on peut construire un diagramme de Venn avec la situation. On sait que A et B vont se chevaucher. On va avoir C qui est disjoint à A et à B, donc un troisième cercle à l'écart. Et dans ce cas-ci, ben, on sait qu'est-ce qui doit rentrer dans A, qu'est-ce qui doit rentrer dans B, qu'est-ce qui doit rentrer dans C. Et on sait même qu'est-ce qui doit rentrer entre les cercles. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire à ce moment-là, c'est de compléter le milieu, le N de A et B, qui est égal à 6. Par la suite, on peut aller chercher N de A qui est égal à 18, mais c'est 18 qui contient déjà le 6 qui est ici, donc 12 dans ce côté-là. Même chose pour le B, 12, mais là on a déjà 6 dans le milieu, donc 6 de l'autre côté. N de C qui est égal à 8, ça nous donne le 8 dans le cercle C. Et comme on sait que l'ensemble de tous nos événements donne 36 possibilités, dans ce cas-ci on a 12 plus 6 plus 6 plus 8, on arrive à 32 possibilités. Donc, il nous en manque 4 qui se trouvent à l'extérieur. Et on peut aller vérifier est-ce que le 4 est bon aussi avec nos événements. On a A, B et C. A, c'est un nombre pair. B, qui est un multiple de 3. C, qui est un nombre premier. Donc, si on exclut les nombres pairs et qu'on va voir qu'est-ce qui n'est pas un multiple de 3, le seul qui n'est pas un multiple de 3, et qui n'est pas un nombre premier, c'est 5 qui est là effectivement 4 fois. On peut retrouver notre 4 assez facilement avec les mots qu'on avait déjà établis pour nos situations. Ceci étant dit, avec ces informations-là, on peut aussi commencer à calculer des probabilités. On pourrait aller chercher la probabilité de A. Et là, cette probabilité-là de A, on se souvient que c'est N de A divisé par N de S. Dans ce cas-ci, N de A est égal à 18. N de S est égal à 36. Donc, on a 0,5 qui est égal à 50%. C'est-à-dire qu'il y a 50% de chances que la somme soit paire lorsqu'on fait les calculs de cette façon-ci. On pourrait aussi aller chercher la probabilité de A et B. Cette probabilité-là, c'est le nombre de cas favorables à A et B divisé par le nombre de cas favorables, le nombre de cas total. Donc dans ce cas-ci, N de A et B c'est égal à 6. N de S, c'est égal à 36. On est ici à 1/6, donc environ 16,6 périodiques pour cent. On pourrait faire la même chose pour la probabilité de A inter C. Probabilité de A inter C, ben, c'est encore le nombre de A inter C divisé par le nombre de S. Dans ce cas-ci, on a un 0, donc on est à 0%. On pourrait calculer la probabilité de l'ensemble échantillonnal, probabilité de S, donc N de S sur N de S. Bon, là, ici, pas grand-chose d'intéressant. On est égal à 100%. Et avec ces informations-là, ben là, on peut dire, comme la probabilité de P de S est de 100%, ça veut dire que S est un événement qui est certain. C'est ce qu'on avait vu dans les dernières vidéos. Comme la probabilité de A inter C est de 0%, on peut dire que A et C sont des événements incompatibles. On peut commencer à donner toutes sortes d'informations intéressantes sur ce qui nous intéresse ici. On remarque quelque chose quand même. Nos probabilités ici sont toutes entre 0 et 100%. Le plus gros qu'on peut avoir, c'est 100%. Le plus petit qu'on peut avoir, c'est 0. Et dans ce cas-ci, les deux probabilités de 0 et 100%, celle de 0% correspondrait à 0 pour la probabilité et celle de 100% correspondrait à 1 en 36 sur 36, ça donne 1. Donc on remarque des choses qui sont intéressantes ici. Et avec ça, on pourrait aussi s'intéresser à aller chercher quelle serait la probabilité de l'événement A ou B. On n'est pas allé chercher N de A ou B, mais on peut quand même aller faire ça. Donc, si on se donne un petit peu d'espace, juste pour dire qu'on peut réécrire cette probabilité-là. La probabilité de A ou B, ce serait égal à quoi? Ben, ce serait le nombre de A ou B sur le nombre de S, encore une fois. Mais là, le nombre de A ou B, il faudra aller le trouver explicitement dans notre situation. Donc, on va avoir une somme qui est paire ou qui est multiple de 3. Donc, ça veut dire qu'on a des nombres pairs où on a 3, 9. Donc, c'est les deux seuls qui ne sont pas pairs dans ce cas-ci. Ça veut dire qu'on a 1, plus 2, plus 3, plus 5, plus 5, plus 4, plus 3, plus 1. Faites ce calcul-là, vous allez obtenir 24 sur 36. Parce que si 24 sur 36 a
2 sur 3. Donc, 2 sur 3, on va le mettre approximatif, ça correspond environ à 66,6% infini ici. Donc, on est capable de trouver cette probabilité-là aussi de cette façon-ci. Par contre, on a eu besoin d'aller expliciter ce que A ou B voulait dire avec nos événements ici. On aimerait peut-être être capable d'aller chercher la probabilité de A ou B d'une meilleure façon dans ce cas-ci. Sur notre diagramme de Venn, on est capable d'aller chercher, par exemple, la somme totale de A ou B en utilisant l'équation qu'on avait vue dans le principe de l'addition. N de A ou B, ce serait N de A plus N de B moins N de A et B. On se souvient, on avait vu ça dans une vidéo précédente, donc on est capable de faire tout ce qu'il y a dans A plus tout ce qu'il y a dans B moins ce qu'il y a entre les deux, et ça devrait nous donner le nombre total qu'il y a entre A ou B. Ici, 18 plus 12 moins 6, ça donne effectivement 24. Donc on retrouve effectivement le même 24 que ce qu'on avait précédemment. Et là, avec ça ici, on va pouvoir essayer de voir est-ce qu'on est capable de construire une règle de probabilité, une règle qui va nous permettre d'aller chercher avec les probabilités seulement la probabilité de A ou B. Donc c'est ce qu'on veut faire. On se donne de la place, puis on va pouvoir établir deux premières règles de probabilité. Notre première règle, c'est la suivante. On a dit que nos probabilités est entre 0 et 100%. Donc, on vient de dire ici que la probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 1. Donc, on a que si A est un événement, ben, la probabilité de A est plus grande ou égale à 0 en étant plus petite ou égale à 1. C'est toujours le cas. Si vous avez une probabilité plus grande que 1, il y a un problème. Si vous avez une probabilité négative, il y a un autre problème aussi. Donc, assurez-vous que vos probabilités sont toujours entre 0 et 1. De cette règle-là, on peut sortir les informations suivantes. Lorsque la probabilité de A ou B divisée par le nombre de S et le nombre de A ou B, comme on l'a dit précédemment, c'est égal au nombre de A plus le nombre de B moins le nombre de A inter B, tout ça divisé par le nombre de S. Et là, on peut utiliser les propriétés de nos fractions, séparer la fraction, obtenir N de A sur N de S, N de B sur N de S et N de A inter B sur N de S. Là, à ce moment-ci, on se trouve avec les trois définitions qu'on utilise dans notre calcul. Donc, N de A sur N de S, c'est égal à P de A. N de B sur N de S, c'est P de B. Et N de A inter B sur N de S, c'est P de A inter B. De là, la règle qu'on a établie juste au-dessus. Donc, on peut aller chercher maintenant d'autres informations. On peut aller chercher la règle numéro 3. On a deux événements A et B qui sont incompatibles. Ben là, à ce moment-ci, si les deux événements sont incompatibles, donc ils ne peuvent jamais se produire en même temps, ça veut dire que la probabilité d'avoir un ou l'autre, ce sera la probabilité de 1 plus la probabilité de l'autre. On peut vérifier ça rapidement avec notre règle qu'on vient de voir, la règle numéro 2. La probabilité de A ou B, ce sera égal à la probabilité de A plus la probabilité de B, moins la probabilité de A et B. Et là, A et B sont incompatibles. Ça veut dire que la probabilité que les deux se produisent en même temps est 0. C'est impossible que les deux se produisent en même temps. Donc, dans ce cas-ci, on obtient effectivement probabilité de A plus la probabilité de B. De là, la règle numéro 3. Cette règle-là va nous amener à la règle numéro 4. Cette règle numéro 4-là nous dit que si on a A qui est un événement quelconque, on peut calculer la probabilité de son événement complémentaire, donc son événement A', comme étant 1 moins la probabilité de A. Et là, pour s'en convaincre de celui-ci, il va falloir faire appel à notre ensemble universel, à notre ensemble à notre espace échantillonnal, parce qu'on sait que la probabilité de S est égale à 1, mais S, c'est aussi l'événement A ou son événement complémentaire. Donc, soit A se produit, soit A ne se produit pas. Et là, ça ici, probabilité de A ou A', comme on a deux événements qui sont incompatibles, hein, c'est un ou c'est l'autre, on ne peut pas avoir les deux en même temps, on va calculer ça comme étant P de A plus P de A' par la règle numéro 3. Et de cette façon-ci, on peut conclure que P de A', en modifiant un petit peu notre écriture, ce sera égal à P de S moins P de A. Et P de S, on connaît ça comme étant
1, c'est certain que ça se produit. Donc P de A' est effectivement égal à 1 moins P de A, ce qui veut dire qu'on peut trouver la probabilité d'un événement complémentaire à partir de l'événement initial et vice-versa. Donc si jamais la probabilité de l'événement A était difficile à obtenir, peut-être que l'événement complémentaire est plus facile à obtenir. Peut-être que c'est mieux d'aller chercher l'événement complémentaire que l'événement initial. Donc la règle numéro 4 va nous être très utile lorsqu'on va avoir des situations où notre événement initial est un petit peu plus difficile à cerner dans un problème. Regardons ensemble l'exemple 1.13 qui est dans vos notes. On va essayer de le décortiquer un petit peu mieux pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe ici. Donc, dans cette mise en situation-là, on vous parle d'un prof de méthode quantitative qui vous a sorti des statistiques, des probabilités, et on vous pose une question par rapport à ça. Donc, on vous dit qu'il y a 40% des cégepiens qui possèdent un téléphone intelligent, 86% des cégepiens qui possèdent un ordinateur portable et 32% qui ont les deux. Dans ce cas-ci, avec ces trois probabilités-là, on vous demande d'être capable de déterminer quelle est la probabilité qu'un étudiant ne possède aucun de ces deux appareils-là si on le choisit aléatoirement dans la population du cégep. Dans ce cas-ci, notre situation ne nous donne pas la réponse directement et on n'a pas nécessairement on n'est pas nécessairement capable d'aller chercher cette information-là si facilement que ça. Donc, dans ce problème-ci, il va falloir commencer par s'établir des événements. Et dans ce cas-ci, comme on a deux appareils, on pourrait y aller avec deux événements. On a le téléphone intelligent, donc on pourrait avoir l'événement T qui possède un téléphone. Et on a ordinateur, donc on pourrait avoir O qui possède un ordinateur. À ce moment-ci, avec les deux événements qu'on a fait ici, on peut écrire quelle est la probabilité qu'un étudiant choisi aléatoirement ne possède aucun des deux appareils avec les deux événements qu'on a ici. Dans ce cas-ci, avoir aucun des deux appareils, ça veut dire ne pas avoir un téléphone et ne pas avoir un ordinateur portable. Nous, on cherche la probabilité de cet événement-là. Donc, ne possède aucun des appareils. On va essayer de calculer ça, probabilité de non T et non O, donc complémentaire de T et complémentaire de O. Dans ce cas-ci, directement comme ça, on n'a pas grand-chose à faire. On ne connaît pas vraiment qu'est-ce que ça peut nous donner, ça ici. Par contre, si vous allez à la page 10 de votre manuel, on vous a dicté des règles dans nos ensembles. Vous pouvez aller voir ça, et ces règles-là nous indiquent notamment que lorsqu'on a l'intersection de deux événements complémentaires, on peut changer ça pour l'union T ou O. On va complémenter au complet ici. Donc, probabilité de T ou O complémentaire. Vous avez ça à la page 10 dans vos règles sur les ensembles. Ce qu'on va faire avec cette expression-ci maintenant, c'est utiliser notre règle numéro 4, parce que ça ici, T ou O complémentaire, on n'a pas nécessairement, mais on est capable d'aller chercher la probabilité de T ou O complètement. Donc avec la règle numéro 4, on va sortir cette expression-ci. Maintenant, la probabilité de T ou O, on est capable de calculer ça. On va calculer ça avec notre règle numéro 2. Donc on va aller chercher la probabilité de T, probabilité de O, et la probabilité de T et O. On utilise notre règle numéro 2, on additionne P de T et P de O, et on soustrait l'intersection. Dans ce cas-ci, P de T, on l'a, 40%, donc 0,4. P de O, 86, donc 0,86. Et P de T et O, c'est 0,32. On fait ce calcul ici. Ce qu'on a dans notre crochet va nous donner 0,94. Et à ce moment-ci, 1 moins 0,94 nous donne 0,06, qui est égal à 6%. Donc, à partir des informations que notre professeur de méthode quantitative nous a données, on est capable d'aller chercher la probabilité qu'un étudiant choisi aléatoirement n'ait aucun des deux appareils. Pour faire ça, on a commencé par établir quels étaient les événements ici. On a choisi des lettres qui sont significatives et on a écrit notre question
en langage statistique ou en langage probabiliste. On est allé chercher qu'est-ce que l'événement, quel événement représentait la situation qu'on nous posait comme question. Puis à partir de ça, on peut utiliser les lois des ensembles, puis utiliser les règles de probabilité pour faire des calculs qui vont nous donner le résultat qui nous intéresse. Donc voilà, on vient de faire le tour de la section 1.7. On vient de voir les 4 règles qui nous intéressaient. On est capable de les appliquer maintenant. Ça veut dire que vous êtes en mesure de faire des exercices. Allez voir les exercices qui sont dans le manuel, dans la section 1.7. Là, vous avez l'exercice 1.5, l'exercice 1.4 et l'exercice 1.3. Et aussi, fiez-vous au plan de travail. Là, il y a des exercices à la fin du manuel aussi, ou à la fin de ce chapitre-là du moins, qui pourraient vous être intéressants. Pour nous, c'est terminé. On se revoit dans une prochaine vidéo avec l'analyse combinatoire.